dire que Marshall Ingham, qui est la personne aux États-Unis qui est à l'origine de DVT, a dit une phrase formidable. Elle a dit: nous avons gagné, nous avons la science avec nous. C'est une question de temps. C'est ce que tu viens de nous montrer, n'est-ce pas? J'y crois tellement. Bien. Et alors, je ne sais pas très bien comment fonctionne. Ah oui, les flèches en avant, c'est ça? Alors, malheureusement, lui, je vais te compliquer la tâche. Il faut que je Regarde. parle là. Non, ici, oui, tu as le pointeur. Ici, d'accord, il ne faut pas prendre le pointeur. Alors, regarde, tu as la souris. Bien. Tu te concentres sur ta souris. Et ici, tu appuies pour passer à la diapositive. Bien, donc un grand merci aux associations qui sont à l'origine de ce colloque et un grand merci de poser cette question-là à laquelle nous avons déjà tous répondu, n'est-ce pas? Néanmoins, on doit parcourir la réponse que nous allons apporter à ces questions. Mon propos se situe à propos de ces idéologies anti-victimaires qui détruisent l'enfant victime, bien sûr, et son parent protecteur. Qu'est-ce qu'on entend par idéologie anti-victimaire? Et on peut les comprendre comme l'ensemble de croyances partagées par notre société pour la protéger de constater ce que les neurosciences, les sciences cognitives, les sciences sociales et la paléoanthropologie ont démontré déjà assez que notre société, depuis ses débuts, il y a 300 000 ans, se fonde sur, en grande partie, la violence qu'elle fait sur les femmes et les enfants. Donc notre société a besoin de nier cette réalité, et pour nier cette réalité, elle a forgé ces idéologies qui la protègent. Et la protègent de constater effectivement que des parents qui sont censés aimer, protéger, prodiguer des soins, amour et tendresse à un enfant, et l'accompagner jusqu'à 22 ans à devenir un adulte avec un cerveau complet, que ces adultes-là, pas seulement et exceptionnellement, mais très souvent peuvent lui porter atteinte, et ce, jusqu'à la mort. Donc nos sociétés ont absolument besoin de nier ces réalités, donc elle a forgé ces idéologies anti-victimaires qui la conduisent à penser collectivement que c'est plutôt un parent protecteur qui ment, qui instrumentalise un enfant et qui le fait effectivement pour nuire à l'autre parent. Notre société a besoin de nier cette violence et de se forger ce récit, ce storytelling, parce que cela protège la société de regarder ce qu'elle produit, n'est-ce pas? Et ce qu'elle produit, c'est de la violence exercée sur les femmes et sur les enfants d'une manière historique et d'une manière, disons-le, systémique. Ah non, ça c'est, je vais en arrière, c'est ça? Bien, très bien. Donc on va commencer par quelques chiffres. Je crois que vous les connaissez déjà. Et je m'excuse parce que mes chiffres, Sandra m'a fait remarquer que mes chiffres ne sont pas actualisés. Je n'ai pas encore mis les données de l'Institut des politiques publiques. Donc je demande votre indulgence. J'ai les chiffres du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Donc nous vivons dans un pays qui produit 400 000 enfants victimes de violences intrafamiliales par an. Nous vivons dans un pays qui produit 160 000 enfants victimes d'inceste. Le Conseil de l'Europe, en 2021, nous dit qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Le même Conseil de l'Europe nous dit que la violence conjugale est un phénomène sociétal. 43% des fois, dans les foyers, il y a de la violence psychologique, 23% des fois des violences physiques. Quant aux auteurs de violences, on le sait, et les auteurs sont majoritairement des hommes, 83%, et 17% des femmes. Et que deviennent ces enfants-là? Donc tout ce que Véronique et Sandra nous ont raconté se conclut par cette ligne dans mon diaporama. 80% des enfants sont victimes de violences directes, n'est-ce pas? Et 100%, oui, et 100% sont témoins. Donc 100% des enfants sont victimes et 60% s'en sortent avec un syndrome de stress post-traumatique, qui est une pathologie de guerre. 40% des garçons va s'identifier à l'agresseur et devenir agresseur à son tour. 40% des filles va s'identifier à l'agresser pour
répéter le cycle de la violence. Nous vivons dans un pays où il y a un féminicide tous les 2 jours, un infanticide tous les 5 jours. Si on fait le total de tous ces chiffres macabres, nous vivons dans un pays qui a 13 millions de victimes de violences intrafamiliales d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire que la violence intrafamiliale est un enjeu de santé publique, je dirais le principal enjeu de santé publique. Mais est-ce qu'on entend beaucoup dire cela dans les médias? Est-ce qu'on nous alerte à propos de la nécessité de juguler ce phénomène? Pas beaucoup, n'est-ce pas? La réponse judiciaire, quant à elle, est décevante, maltraitante, et si on la compare à des pays voisins et aux autres pays développés, elle est vraiment maltraitante. Et bon, je vous passe les détails. 10% des violences sur mineurs font l'objet d'une plainte, 73% des plaintes sont classées sans suite, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Donc, visiblement, nous habitons un pays qui dit clairement que nous ne pouvons pas écouter les victimes. Je rebondis sur la dernière diapo de Sandra, et avec l'étude ACE. Comme vous pouvez voir, cette étude dont Sandra parle, parce qu'on a fait l'étude ACE à la fin des années 90, mais on a refait, poursuivi la cohorte, donc on a des publications de l'étude ACE jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je vous ai mis la publication première, la publication Princeps. Ce diaporama est tout ce qu'on doit éviter si on travaille en société, une société qui a pris à bras-le-corps le problème de la violence intrafamiliale. C'est-à-dire que sur 18 000 sujets qui étaient adhérents à une mutuelle aux États-Unis, cette mutuelle est la mutuelle Kaiser, et c'est-à-dire que ce ne sont pas les gens les plus démunis, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient les moyens de se payer une mutuelle. Sur 18 000 personnes adhérentes à cette mutuelle, on s'est rendu compte que 3/4 avaient connu au moins un événement traumatique dans leur enfance. Que plus de 40% avaient 2 événements traumatiques. Que 12% avaient plus de 4 événements traumatiques. Et cette étude ACE nous montre l'effet dévastateur et cumulatif de ces violences et des événements traumatiques pendant l'enfance. Et quand on est à 1 ou 2, effectivement, on a des conduites de problème, addiction, surpoids, conduite à risque, et on a des maladies, dépression, tout ce que Sandra vous a raconté, je ne vais pas le répéter. Quand on a 3 événements traumatiques, on a 3 fois plus, vous vous rappelez, l'odds ratio, l'OR de Sandra, c'est ça. On augmente par 3 le risque d'échec scolaire. Si on a 4, on a 7 fois plus de risque d'être alcoolique ou d'avoir des dépendances. On a 2 fois plus de cancers, 4 fois plus de maladies cardio-pulmonaires. Et si on a 6 événements traumatiques ou plus, on a 30 fois plus de risque de faire des tentatives de suicide. Donc c'est calamiteux, c'est des vies détruites, c'est une perte d'espérance de vie, c'est un problème de société, n'est-ce pas? Rappelez-vous, on a 60% de 13 millions de personnes dans notre pays qui sont dans cette situation-là. Je ne peux pas résister, je sais bien que ce n'est pas mon sujet, mais je ne peux pas résister à vous parler de ce trouble du stress post-traumatique complexe qui est et ce par quoi la vie de ces personnes va être détruite par le trauma. Le syndrome de stress post-traumatique est un trépied, complexe est un trépied. Premier pied du trépied, une accumulation des multiples expériences de violence au quotidien, pendant l'enfance et l'adolescence. 3, 4, 5 par jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc la quantité de violence ingurgitée est abyssale. Deuxièmement, l'incapacité de fuir cette violence, n'est-ce pas? Quand on a 2 ans, on ne peut pas dire à ses parents « vous êtes trop zinzin, je m'en vais », n'est-ce pas? Et en plus, comme nous sommes si petits, si faibles, si dépendants, nous avons besoin de continuer à aimer les personnes qui nous font du mal. Et c'est là que la honte s'active. La honte s'active pour réhabiliter le parent
auteur de violence dont on a besoin pour la survie, et pour le normaliser, réhabiliter et normaliser. Donc effectivement, si je subis tout cela, c'est parce que je ne suis pas un bon enfant. Si j'étais un meilleur enfant, papa ne me ferait pas ça. Donc la honte accompagne la victime depuis le début. Parce que c'est de la survie. Et troisièmement, l'invalidation de l'expérience traumatique. Effectivement, quand cet enfant, après une odyssée inimaginable, termine par dire ce qui lui arrive, on lui dit « mais tu racontes des bêtises, mais tu veux détruire la famille ou quoi? Comment ça, papy, t'as fait ça? Mais tu vas pas gâcher Noël quand même ». Donc cela s'appelle une invalidation de l'expérience traumatique qui est une autre forme de violence terrifiante. Maintenant, si l'enfant est invalidé par la brigade de mineurs, si l'enfant est invalidé par l'assistance sociale, si l'enfant est invalidé par le magistrat, c'est une violence également. Et cette fois-ci, cette violence est exercée au nom de la France. Bien. Et je ne vais pas aller plus loin sur les symptômes que Sandra et Véronique ont très bien décrits, les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Je reviens sur deux ou trois choses. Les flashbacks. Et figurez-vous que les flashbacks sont évalués avec un outil qui s'appelle CAP5 aujourd'hui. Et ces outils ont été construits pour le stress post-traumatique, notamment des vétérans de guerre. Un vétéran de guerre a en moyenne 5 flashbacks par jour. Un enfant victime de violences intrafamiliales a 10 flashbacks par jour. Pourquoi? Parce que l'enfant doit vivre, n'est-ce pas, avec l'agresseur. Et cela change tout, parce que si on a 10 flashbacks par jour, on se dissocie 10 fois. La dissociation, c'est un fusible qui saute dans le cerveau et qui fait qu'on éteint l'intelligence pour ne pas penser, ne pas souffrir, dans le cortex préfrontal, et on éteint l'amygdale et l'hippocampe pour ne rien sentir d'émotion et ne pas souffrir. Mais c'est super efficace, n'est-ce pas? Mais c'est une sortie de vie. Quand on se dissocie, on n'est plus la maîtresse, on n'est plus en lien avec les camarades. C'est une sortie de vie. Donc si on a 10 flashbacks par jour, et si on se dissocie 10 fois par jour pour pouvoir survivre, eh bien, on n'est pas dans le moment présent. Donc cela va faire en sorte qu'on va être en échec scolaire, on ne va pas avoir beaucoup d'amis, et là, s'enclenchent tous ces phénomènes absolument terrifiants qui terminent par convaincre cet enfant qu'effectivement, il n'est pas comme les autres, qu'il est différent et qu'il n'en vaut pas la peine, et que c'est normal qu'on lui fasse mal. Et on vit dans la peur, quand on a un syndrome de stress post-traumatique, on est envahi par des pensées, émotions négatives, on a honte, et si on a subi un traumatisme sexuel, on a le dégoût. Donc ces 3 émotions accompagnent l'enfant victime. Les évitements. Les évitements sont vraiment une autre source de souffrance. Les évitements, c'est tout ce qui rappelle le trauma de près ou de loin. Aller à l'école, aller au sport, voir les amis, passer devant la rue et, bien sûr, être au contact avec l'auteur de violence. Donc, à chaque fois qu'on met la victime devant son agresseur, on lui cause un traumatisme. Donc là, je rejoins tout ce que disait Sandra, n'est-ce pas, dans ces diapositives absolument terrifiantes, avec ce flux, n'est-ce pas, de violences répétées et infligées par le système judiciaire. Donc oui, effectivement, est-ce qu'on aurait idée, par exemple, pour les victimes du Bataclan, de les mettre devant un terroriste islamiste avec une Kalachnikov, tous les 15 jours, ou de faire une visioconférence avec quelqu'un dans cette situation-là? On n'aurait pas cette idée-là, n'est-ce pas? En revanche, si nos enfants victimes, on les expose à l'auteur de violence tous les 15 jours. Bien. Avançons. Donc, le syndrome de stress post-traumatique complexe est le réacteur nucléaire qui va détruire donc la vie des enfants. Autour de ce syndrome de stress post-traumatique, on va trouver tout ce cortège de comorbidité, le trouble limite de la personnalité, les maladies somatiques, la dépression, le trouble des conduites alimentaires, les addictions, les conduites à risque
et l'exclusion. Donc c'est de cette façon-là, effectivement, qu'on s'anime un peu tous les jours. Et d'autre part, les données en psychotraumatisme nous montrent que pour pouvoir venir en aide à quelqu'un qui a subi un traumatisme, qui a attrapé un syndrome de stress post-traumatique, la nécessité absolue, le prérequis absolu, c'est l'arrêt des violences. Et si on utilise une analogie médicale, si je me casse la jambe et si on me met un plâtre dans ma jambe, si tous les 15 jours on me recasse la jambe, j'ai très peu de chance, n'est-ce pas, d'aller mieux. Et replâtrer tous les 15 jours, cela paraît plutôt absurde. Donc, pour pouvoir venir en aide aux enfants victimes ou aux adultes victimes, nous avons besoin que les violences cessent, ce qui n'est pas simple dans notre pays. Malheureusement, les professionnels mandatés par la République pour protéger les enfants souffrent d'un manque de formation en psychotraumatisme. Les données scientifiques en psychotraumatisme ne sont pas incluses non plus dans les grilles de lecture et d'évaluation de ces professionnels, ce qui fait que les psychologues, les médecins, les psychiatres, les pédopsychiatres, les experts, les expertises de notre pays sont une calamité calamiteuse. Les professionnels de la protection de l'enfance, les policiers, les gendarmes, les magistrats souffrent de ce manque de formation. Et le pendant de ce manque de formation s'appelle les idéologies anti-victimaires. Bien. Et protéger un enfant victime et son parent protecteur relève de la puissance publique, n'est-ce pas? Malheureusement, ces 5 idéologies anti-victimaires que j'ai listées là, et la liste n'est pas finie, n'est-ce pas? Et s'enchaînent d'une manière quasi kafkaïenne dans le quotidien judiciaire des enfants et des parents protecteurs, de sorte que, effectivement, non seulement l'enfant n'est pas protégé et son parent n'en sort d'alerte non plus, mais on arrive jusqu'à l'extrémité kafkaïenne, n'est-ce pas, où on désenfante un parent protecteur et on confie cet enfant à l'auteur de violences désigné, pas l'enfant. Bien. Première théorie, première idéologie, anti-victimaire. La parole de l'enfant n'est pas crédible. On peut penser effectivement que la parole de l'enfant a été discréditée dans les suites du procès Outreau. C'est une lecture anti-victimaire du procès Outreau. Quoi qu'il en soit, et effectivement dans notre pays, la plupart des professionnels de la protection de l'enfance et du système judiciaire considèrent que la parole de l'enfant commence à être crédible vers 14-15 ans, c'est-à-dire que ce n'est plus un enfant. Alors que nous disposons, et malheureusement on ne voit pas bien la date dans la publication, en 96, c'est-à-dire ce n'est pas la nouveauté la plus nouvelle, n'est-ce pas, et en psychotraumatisme, depuis 1996, on dispose du protocole Nietzsche, qui a été créé justement pour, comme disait Sandra, proposer un recueil de la parole de l'enfant qui soit, premièrement, qui ne soit pas nocif pour l'enfant, qui évite les redites, qui soit respectueux de l'âge des enfants, et en plus, qui soit efficace dans la contribution à la démarche judiciaire. Donc, le protocole Nietzsche fonctionne pour des enfants de 3 à 14 ans. La formation est d'une simplicité. Il y a 2 semaines de formation. Et je vous épargne les détails du protocole. Quoi qu'il en soit, les Québécois ont démontré que quand on utilise le protocole Nietzsche, 80% des fois, ce protocole contribue à l'éclaircissement de la situation judiciaire. Parce que nos policiers, nos magistrats sont obsédés par la question de la preuve, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est démocratique. Si on est accusé, si on accuse, on a besoin d'apporter la preuve, n'est-ce pas? La question, c'est que dans les pays qui ont inscrit le protocole Nietzsche dans la démarche judiciaire, comme la Suisse par exemple, et ce protocole Nietzsche est inclus et considéré comme une preuve, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, en Suisse, il y a une équipe policière qui est disponible en permanence dans tous les coins
et qui permet effectivement, à 3 heures du matin, de filmer un enfant par un professionnel formé et qui va pouvoir effectivement et efficacement contribuer à la démarche judiciaire. On doit reconnaître que la France fait des efforts dans ce sens-là, que des UAPED fleurissent ici et là. C'est quelque chose que l'on doit saluer. Malheureusement, la situation reste dramatiquement inégale en fonction des territoires. Et aujourd'hui, qu'un enfant soit auditionné à l'intérieur d'un protocole Niche relève davantage de l'exception que de la règle. Deuxième idéologie anti-victimaire. Et si l'enfant parle, c'est parce que le parent protecteur l'instrumentalise, n'est-ce pas? C'est le tristement célèbre syndrome d'aliénation parentale qui est décrié, on le sait, cela n'existe pas, est une pure idéologie anti-victimaire. Néanmoins, le syndrome d'aliénation parentale a la vie dure. Aujourd'hui, comme il est interdit de l'utiliser, il a pris d'autres formes. On dit dans les expertises aujourd'hui, mère fusionnelle, mère munchausen, mère trop inquiète, mère qui empêche l'altérité. Donc tout cela, ce sont des nouvelles versions de cette même hydre à mille têtes qui est le syndrome d'aliénation parentale. Et une fois de plus, en 2009, et cette publication qui a été faite par Nico Trocmé, et sur la base de 7672 plaintes devant une cour de famille pour la dispute de la garde de l'enfant, accompagnée d'allégations de violence sur l'enfant. Donc sur 7700 plaintes, 4% parmi elles étaient des fausses allégations, et pas toutes de la mère. Il y avait des fausses allégations de l'école, des services sociaux, de la police et de l'autre parent. Sur 7700 plaintes, deux mères seulement ont fait des fausses allégations d'abus sexuels. Et sur 7700 cas, moins de 1% des enfants a menti. La France est obsédée par l'enfant qui ment, par le parent protecteur qui instrumentalise l'enfant. C'est ça la réalité scientifique. Quand on discute avec les magistrats, ils disent « mais on ne va quand même pas détruire la vie de cet homme ». Mais, donc on choisit de détruire la vie de l'enfant, n'est-ce pas? Au Canada, c'est un pays dans lequel on utilise le protocole Niche, le taux de classement sans suite est de 35%. N'est-ce pas? En France, les plaintes, vous le savez, 73%. Donc en France, on assiste, dans le fait de cet enchaînement d'idéologie anti-victimaire, au fait que le parent protecteur va être criminalisé. Pourquoi? Parce que les efforts du parent protecteur pour faire reconnaître les violences intrafamiliales sont interprétés, malheureusement trop souvent encore, comme la confirmation du SAP au fil des rapports d'expertise, des expertises et des jugements. De cette façon-là, la non-présentation d'enfants criminalise le parent protecteur avec une célérité et une sévérité qui contrastent avec la lenteur et la mansuétude réservée aux auteurs présumés de violence ou aux auteurs de violence. La criminalisation, malheureusement, trop souvent encore dans notre pays, va jusqu'au désenfantement. Le désenfantement est une forme de violence institutionnelle les plus graves. Pourquoi? Parce qu'elle produit la mort légale d'un parent, et parfois même la mort tout court d'un parent. Souvent, malheureusement, la mort tout court d'un parent. Et parce qu'elle produit, le désenfantement produit la destruction des enfants. Donc oui, effectivement, à la question, est-ce que la justice maltraite les victimes? La réponse est oui. Troisième idéologie anti-victimaire. Et la négation de la violence intrafamiliale par ce concept, qui n'est pas un concept, cette idéologie anti-victimaire, le conflit parental. Quelle est la réalité scientifique? La réalité scientifique, c'est qu'un conflit, bien sûr, existe, le conflit existe,
mais c'est un conflit entre égaux. Deux personnes sont d'accord pour se pourrir la vie, si je résume. Dans le cas de violence intrafamiliale, il n'en est rien. Et la plupart de ces situations de violence intrafamiliale sont marquées par quelque chose qui s'appelle le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif est un concept fondé sur les visions scientifiques et créé par un monsieur qui s'appelle Stark, qui est décédé récemment d'ailleurs, et qui décrit très bien comment le contrôle coercitif est un procédé de pouvoir, de prise de pouvoir et de contrôle d'un conjoint par un autre conjoint et des enfants que ce couple a mis au monde. Ce procédé est un procédé progressif, insidieux, qui est fondé sur un trépied. Premier pied de ce trépied, le micro-contrôle. Montre-moi ton agenda, pourquoi tu as eu 5 minutes de retard, mais non, je ne suis pas d'accord, mais ne va pas ce soir avec tes amis, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, tu n'as pas besoin de te maquiller. Micro-contrôle. Deuxième pied de ce trépied, l'isolement. Et ta famille ne te mérite pas, donc on ne va pas à Noël, on ne va pas à Pâques. Et je n'ai pas envie que tu appelles ta cousine, parce que ta cousine dit du mal de moi. Et tes amis ne te méritent pas, hein, ils sont tous jaloux de moi, donc c'est pas la peine que tu ailles voir tes amis. Et surtout pas le gynécologue là, parce que non, ni le pédiatre non plus, donc on ne va pas les voir. Et troisièmement, la violence, n'est-ce pas? La violence qui est faite pour intimider. Un violent gagne le contrôle de l'autre par la peur, par la terreur. Donc tous les procédés de violence, et y compris la violence physique, la violence sexuelle, la violence financière, la violence administrative. Bien. Et il y a des pays qui ont inscrit le contrôle coercitif et la grille de lecture du contrôle coercitif dans la procédure judiciaire. Ces pays, notamment l'Écosse, l'a fait en 2019. En Écosse, 95% des plaintes pour violence conjugale sont poursuivies. Alors qu'en France, excusez-moi, je n'ai pas les dernières données, 80% des plaintes sont classées sans suite. C'est abyssal, n'est-ce pas? C'est abyssal. Bien. Quatrième idéologie anti-victimaire. Un mauvais conjoint, peut-être effectivement que monsieur a été un peu violent, mais c'est un excellent papa, n'est-ce pas? Donc, c'est une inversion de la logique du droit. Et une fois de plus, le contrôle coercitif a décrit tout cela très bien. A décrit comment le contrôle coercitif ne concerne pas seulement un conjoint, concerne les enfants du couple. Et, effectivement, comme dit le juge Durand, après la séparation, la violence se déplace sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Le juge Durand nous a dit « L'autorité parentale conjointe est une arme chargée que la République met dans les mains d'un conjoint violent. » Donc, au nom de cette idéologie, et comme elle s'enchaîne, n'est-ce pas? Donc, si l'enfant a parlé, c'est parce que le parent protecteur l'instrumentalise et mène une campagne de dénigrement à l'égard de l'autre parent. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit parental. Et donc, la conclusion logique, la conséquence logique, c'est qu'on doit protéger la relation entre l'enfant et le parent auteur des violences. Donc, c'est comme je vous disais, c'est comme si on produisait un accident de voiture tous les jours, alors que le psychotraumatisme prescrit l'arrêt des violences. Souvent, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, le contact, je dis bien le contact et non pas le lien, le contact entre l'enfant victime et le parent auteur de violence doit être interrompu durablement. Cela permet de préserver l'intégrité de l'enfant et éventuellement de préserver le lien. Donc, contact, c'est les droits de visite et d'hébergement, c'est les visites médiatisées, les appels téléphoniques. Bien, cinquième idéologie anti-victimaire, on la doit au Conseil de l'ordre des médecins, c'est l'immixtion dans les affaires de famille. Pourtant, la promotion de signalement, et même de rendre le signalement obligatoire, est une des préconisations de la Ciivise. Et dans
dans son rapport. Le principal obstacle est le Conseil de l'ordre. Et en 2014, la HAS a montré que moins de 5% de signalements de situations de violence a fait l'objet d'un signalement. Une étude récente dont on attend la parution, faite à l'Hôtel-Dieu, montre que c'est moins de 2% à l'Hôtel-Dieu, à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu, sur 300 dossiers, je crois, moins de 2% de ces dossiers avaient fait l'objet d'un signalement. Pourquoi? Le contrôle coercitif l'a décrit, Stark l'a décrit. Faisant partie des stratégies de contrôle, il y a l'isolement. Donc, les violents entreprennent le contrôle des médecins. Dans un premier temps, Stark l'a décrit très bien, ce contrôle des médecins passe par leur séduction. Ils sont mielleux, ils sont obséquieux, ils essaient de nous mettre dans la poche. Et effectivement, quand le médecin ne va pas dans le sens du violent, et le registre change, exactement comme à l'intérieur de la relation conjugale, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, le violent porte plainte au Conseil de l'ordre pour éviction dans les affaires de famille, notamment quand il y a des signalements, mais pas seulement. Et souvent, 70% des cas, 70 cas dans les 10 dernières années, le Conseil de l'ordre s'associe aux parents violents pour condamner un médecin protecteur. Et dont je fais partie d'ailleurs. Donc, l'éviction, il s'agit effectivement de faire régner la terreur sur les médecins. C'est super efficace. Hein? Moins de 2% de situations de violence font l'objet d'un signalement. C'est vraiment très efficace. L'éviction, donc, dans les affaires de famille, pour les médecins protecteurs, est l'équivalent du SAP pour les parents protecteurs. Ce qui contraste effectivement avec la mansuétude du Conseil de l'ordre avec les médecins criminels, comme le Squarnec par exemple, qui a été signalé par je ne sais pas combien de collègues et des directeurs d'hôpitaux, et pourtant le Conseil de l'ordre lui a permis d'exercer pendant des années. Bien. Et là, on a vraiment un obstacle important. Conclusion. La Ciivise a évalué à 10 milliards d'euros par an le coût du déni de nos sociétés. Ce que Véronique et Sandra nous ont dit, ce que je viens vous apporter, vous montre pourquoi et comment, n'est-ce pas? Comment on détruit 13 millions de personnes dans une société comme celle de la France d'aujourd'hui. Donc notre société est vraiment malade de la violence qu'elle fait vivre à plus de 2 millions d'enfants tous les ans. La non-protection, ce qui est un enjeu de santé publique, visiblement c'est un enjeu de santé publique, le coût pour notre société est beaucoup trop important. La non-protection des enfants les livre à la violence et entrave les soins. Là c'est l'étude ACE dont je vous ai parlé. Donc on peut se demander pourquoi en France les protocoles de soins validés scientifiquement en psychotraumatisme sont très peu accessibles aux victimes. Pourquoi la France tarde à mettre en place les mesures qui ont fait leur preuve dans les autres pays développés. Souvent, l'enchaînement kafkaïen des idéologies anti-victimaires résulte dans des violences institutionnelles dont la forme la plus dévastatrice est le désenfantement. Et bien sûr, souvent, la protection de l'enfance ressemble à un système totalitaire. J'ai l'impression de lire le procès de Moscou. Une de mes patientes m'a fait part d'une décision de la cour d'appel de famille. Et tout le monde, pour une fois, tout le monde s'est mis d'accord pour dire effectivement qu'il fallait interrompre les visites médiatisées à ce papa, à ce père, que cette petite fille accusée d'inceste. Donc, visiblement, la petite fille va mieux, elle a 5 ans. Donc quand on lit les passes et motifs du jugement qui réinstalle les visites médiatisées, et oui, effectivement, tout le monde est d'accord, cette petite fille va bien, le psychotraumatisme, le syndrome de stress post-traumatique, tout le monde est d'accord pour dire ça, donc ce sont les 3 magistrats de la cour d'appel qui l'écrivent dans le passé motif. Néanmoins, nonobstant, on ne peut pas exclure la possibilité que si l'enfant va mieux, c'est parce que l'arrêt des visites médiatisées a soulagé la mère dans ses inquiétudes et a donc soulagé le conflit parental. Raison pour laquelle on doit réinstaurer les visites médiatisées. C'est le procès de Moscou, n'est-ce pas? Donc on a affaire parfois à un système totalitaire. Bien, merci pour votre attention.